Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde dédiée à la filière viticole et plus spécifiquement sur le thème de la nutrition de la vigne. Alors durant une heure, avec différents experts, nous allons aborder ce sujet étroitement lié à la question de la réduction des IFT. Effectivement, la viticulture est le secteur agricole le plus challengé pour ses performances économiques, sociales et environnementales. Le principal enjeu de ces performances, la réduction de l'indice de fréquence de traitement phytosanitaire, plus communément appelé l'IFT, qui, rappelons-le, correspond au nombre de doses homologuées appliquées à l'hectare. Alors, quel est le lien entre la nutrition de la vigne et l'activation des leviers de la réduction des IFT ? Eh bien, tout comme la vigne, nous sommes des êtres vivants. Vous aurez très certainement remarqué que nous, êtres humains, sommes moins malades quand nous sommes bien nourris. Maintenant, pouvons-nous imaginer que la vigne soit moins sensible aux attaques des bioagresseurs et au stress dit abiotique, tel que le stress hydrique, le stress thermique, si celle-ci est d'autant plus vigoureuse. Finalement, et si la santé de la vigne passait aussi par sa nutrition ? Le contexte et l'intitulé de cette table ronde sont posés. Quelles sont les possibilités en matière de nutrition ? Amendement pour le sol, engrais pour la plante, d'origine minérale, organique, de synthèse, ces intrants sont connus, mais il existe aussi de nouveaux leviers avec notamment les biostimulants, les couverts végétaux et les engrais verts. Aujourd'hui, la factory de Vitisphère, en association avec Fertiglobal, ont réuni différents experts autour de cette table ronde pour aborder ces derniers leviers. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Delanoux, ingénieur à l'IFV, présent avec nous en direct depuis Amboise dans le Val-de-Loire. Guillaume, j'espère que vous nous entendez. Bonjour, je vous entends très bien, merci. Mohamed Mahoubi, directeur développement de la société Fertiglobal. Bonjour. Bonjour Mohamed. Quentin Vattier, ingénieur et expert couvert vigne chez Serience. Bonjour. Et Romain Caregui, expert biostimulant au sein du groupe Perret. Bonjour. Avant de donner la parole à nos invités, je vous invite à vous tous qui êtes derrière votre écran à poser vos questions tout au long de cette table ronde via la plateforme en ligne sur laquelle vous êtes présente. Un temps d'échange sera prévu et de réponse à vos questions sera prévu à l'issue de cette table ronde. Alors nous commençons tout de suite avec vous, Guillaume Delanoux, donc vous êtes ingénieur à l'IFV. Vous travaillez sur ce sujet de la biostimulation depuis maintenant quelques années. Première question, quand on parle de biostimulants, biocontrôle, quelle différence et bénéfice pour la vigne, toujours dans cette quête de réduction des IFT ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, en effet, les biostimulants et les biocontrôles, on est sur deux choses différentes. Les biostimulants s'intéressent à la partie stress abiotique et les produits de biocontrôle sont des produits de protection des plantes où là, on va vraiment être dans le but de lutter contre les maladies et les ravageurs. Les deux peuvent être complémentaires dans une stratégie de protection des plantes. C'est tout l'enjeu de beaucoup d'essais qui sont menés par l'IFV puis par d'autres partenaires sur cette thématique-là, c'est comment mieux protéger les plantes en améliorant sa physiologie grâce aux biostimulants. Alors, à l'IFV, vous menez de premiers essais de biostimulants. Pouvez-vous nous détailler les essais mis en place et nous faire part de vos premières observations ? Alors, on peut vous présenter déjà une première diapo avec un début de protocole qui est issu d'essais en conditions contrôlées qui ont été réalisés par VG-Police dans le cadre du projet Mystique que je pilote à l'IFV. Donc, vous voyez à gauche des plantules qui sont des semis de pépins de raisin en fait, qui vont faire leur vie pendant quelques semaines. On les sélectionne au stade de 4 à 6 feuilles. On applique 2 fois les biostimulants à J-8 et à J-1 et le jour J, on les met en stress. Donc là, on va parler de 2 types de stress. On va parler de stress hydrique et de stress nutrition. Donc là, pour le stress hydrique, on arrête l'arrosage. Et ensuite, 14 jours plus tard, on vient regarder ces plantules, comment elles ont continué leur vie, dans quelles conditions. Et sur la photo suivante, les photos de la diapo suivante, on voit en haut à gauche donc, le témoin non traité. Donc on voit bien de la perte de turgescence, les plants n'étant plus arrosés. On voit qu'on a une dégradation de l'état global des plantes et 2 biostimulants à droite, donc qui ont été appelés BS1 et BS3, où on voit quand même une nette amélioration de la physiologie. Et au contraire, BS2 tout en bas à gauche, où on voit que ce biostimulant-là n'avait pas d'effet sur le stress hydrique. Donc là, on est vraiment sur les premiers résultats intéressants. Alors, on est en conditions contrôlées, mais on observe quand même quelque chose parce que l'arrêt de l'arrosage sur des tout petits pots comme ça, c'est quand même un stress assez sévère et on voit que malgré tout, on a quand même des effets qui sont assez impressionnants en conditions contrôlées. Sur les photos suivantes, on a un petit peu près la même chose, mais sur la partie stress nutritionnel. Donc, vous voyez à gauche, en fait, c'est des plants qui ont continué à être arrosés, mais seulement avec de l'eau. Et à droite, également avec de l'eau, mais en plus un biostimulant.
Et alors, c'est peut-être pas très visuel, mais on le voit quand même un petit peu. C'est au niveau de la verdeur de la végétation que ça se juge. On voit bien que le biostimulant 4 et 5, on a une verdeur des feuilles qui est plus intense que sur les deux autres modalités du bas. Donc, sur ces deux types de stress, on voit bien déjà un intérêt des biostimulants pour améliorer la physiologie et même dans des conditions stressées qui peuvent améliorer globalement le comportement de la plante dans un contexte assez stressé. Comme vous l'avez précisé et reprécisé, vous êtes ici en milieu contrôlé. Est-ce que vous avez un retour d'expérience en conditions réelles? Alors en effet, on commence dans différents cadres, soit dans le cadre d'essais, soit dans le cadre de ce projet-là, à avoir des essais en plein champ. On a maintenant 4 à 5 années de recul sur quelques biostimulants dans différentes conditions. Le gros challenge qu'on a en viticulture sur des essais en plein champ, c'est qu'on va être un petit peu entre la balance du stress volontaire, parce qu'on veut limiter le rendement pour favoriser la qualité de récolte, et au contraire avoir des vignes qu'on veut stimuler. Donc on les limite d'un côté et on les stimule de l'autre. En plus, en plein champ, la plante va être soumise à plusieurs stress. Là, dans les conditions contrôlées, l'avantage, c'est qu'on a par exemple que du stress hydrique et pas de stress nutritionnel ou inversement, alors que sur une plante en plein champ depuis plusieurs années, elle peut avoir un stress passé dû par exemple à une mauvaise initiation florale sur l'année précédente, elle peut avoir eu un coup de gel ou même un coup de froid en début de saison qui peut avoir des conséquences sur toute la saison. Donc la grosse complexité, c'est d'avoir plusieurs stress au même moment, avoir une plante qui volontairement on limite dans son développement, mais malgré tout qu'on essaye de stimuler grâce à des biostimulants. Donc c'est des essais qui sont très longs, mais sur lesquels on retrouve pas mal d'informations ou d'effets qu'on peut observer en conditions contrôlées. Et dès l'année 2023, les biostimulants que vous avez vus là sur la partie conditions contrôlées vont être testés dans 3 régions différentes avec le même protocole pour justement vérifier si on retrouve bien ces effets-là pour les passer du conditions contrôlées au plein champ, voir si on retrouve bien ces effets-là dans la vie de tous les jours, entre guillemets. Alors, même si là, on parle encore beaucoup de tests, hein, finalement, pourtant, c'est un marché en devenir et il y a déjà une offre quand même relativement large. Comment un viticulteur peut s'y retrouver et comment vous pouvez le rassurer dans ses choix aujourd'hui? L'offre est très large et c'est aussi pourquoi notre projet avait été financé par France Agrimaire et puis qu'il y avait un vrai intérêt pour la filière viticole. C'était en parallèle de faire ces essais de conditions contrôlées, de développer une méthode d'évaluation en terrain robuste et assez simple à mettre en œuvre, que ce soit pour les expérimentateurs comme moi ou même pour des techniciens de distribution et éventuellement, pourquoi pas, pour des viticulteurs qui sont assez techniques, avoir quelque chose de prélever une feuille et puis pouvoir faire une analyse au laboratoire pour vérifier en effet si on a eu quelque chose. Concrètement, sur certaines solutions, on observe des choses très intéressantes. Alors, c'est accumulé avec d'autres leviers pour avoir quelque chose de suffisamment efficace pour pouvoir avoir un effet physiologique et ensuite espérer, par exemple, avec du biocontrôle, pouvoir réguler un petit peu les maladies. Si on est sur une plante qui est trop stressée dans un contexte trop compliqué, malheureusement, c'est pas juste un biostimulant qui va faire le job. Il faut multiplier les leviers, mais il y a des essais qui sont en cours et ça avance très rapidement. D'ici 1 an ou 2, on devrait déjà commencer à avoir un périmètre assez précis sur les efficacités qu'on peut en attendre, dans quelles conditions et face à quel type de stress, comment on pourrait lutter en multipliant les leviers, dont les biostimulants. Merci Guillaume pour vos explications. Passons justement la parole à un acteur des produits de biostimulation. Je suis avec Mohamed Maoubi, vous êtes directeur du développement de Fertiglobal, donc, qui est une société italienne spécialisée dans les solutions de fertilisation et de biostimulants. Vous êtes encore méconnu en France, hein, sur le marché français, pour la simple et bonne raison que vous arrivez tout juste sur notre territoire avec cette forte expérience du marché italien et vous venez avec cette nouvelle solution autour de votre technologie Enuvi. Déjà, première question pour introduire Fertiglobal, pouvez-vous vous présenter brièvement la société ? Merci et bonjour à tous. Fertiglobal, c'est la branche du groupe Lardarello dédiée à l'agribusiness. Le groupe Lardarello, c'est un groupe affirmé dans le territoire national et international avec une expertise de plus de 2 siècles. Il est présent dans tous les coins du monde avec 3 sites de production, un en Italie, un au Brésil et l'autre en Argentine, et une présence avec des commerciales en Inde, en Chine, en Allemagne et aussi en Australie.
Merci Mohamed. Abordons maintenant le côté technique de votre savoir-faire. Pouvez-vous nous expliquer comment votre solution fonctionne-t-elle dans l'implante et de quoi est-elle composée? D'accord. Alors, Fertiglobal, il a décidé de lancer un défi d'augmenter l'efficience de ses solutions et de réduire l'impact sur les ressources naturelles. Donc, la technologie qu'on va proposer aujourd'hui à nos viticulteurs, c'est une technologie qui se base sur un choix minutieux de certains éléments, micro-éléments, qui sont impliqués dans plusieurs processus enzymatiques de la plante et aussi le choix d'un composé polyphénolique qui, normalement, la plante synthétise dans un contexte optimal. Donc, grâce à cette combinaison et ce choix, on cherche de fortifier et nourrir et vitaliser la plante, ce qui explique l'acronyme INNOVI, Enhance, Nurture and Vitalize. En quoi finalement cette technologie INNOVI, comme vous venez de citer, et cette association polyphénol et micronutriments sont uniques? Oui, déjà, je tiens à expliquer la formulation de cette technologie. Le fait que cette technologie il est en suspension, donc on garantit une meilleure absorption parce que le mécanisme d'absorption par rapport aux produits liquides ou solubles est différent parce qu'il y a un mécanisme d'absorption non par osmose mais directement par les cuticules vu la granulométrie de la technologie et de la formulation qu'on garantit moins de 20 microns de notre suspension. Donc, à part la formulation qui assure une bonne absorption, donc la technologie, il sert comme barrière physique au niveau de la superficie foliaire en empêchant l'emplacement ou l'exposition de la plante à différents types de stress et l'apport de ces micro-éléments en une seule molécule avec des composés polyphénoliques, il déclenche tous les mécanismes de réponse systémique de la plante par rapport à différents types de stress, soit biotiques ou abiotiques. Merci Mohamed. Concrètement, aujourd'hui, sur le terrain, quels sont les résultats en parcelle de vos solutions? Donc, pour passer à l'action, sur le territoire italien, on a organisé plusieurs essais dans différentes régions italiennes, focalisés principalement sur les maladies qui concernent la vigne. Je tiens à souligner que notre technologie n'a aucun impact direct sur le pathogène, c'est juste pour dépasser le conflit de classification des biostimulants et de l'effet sur le type de stress. Donc, en apportant notre technologie dans un programme de production intégrée, on a évalué l'incidence des maladies, de certaines maladies de la vigne. Donc, comme vous voyez dans le graphique, le choix des sites sensibles à la maladie de l'oïdium, il nous a permis d'observer l'incidence de cette maladie en apportant nos solutions nutritionnelles, et je souligne nutritionnelles, et on va évaluer l'impact et la fortification que notre technologie permet à la plante pour mieux répondre à ce type de stress. Et comme vous voyez, l'ajout de notre Mantus, parce que notre range de technologie, il comporte plein de produits basés soit des microéléments singuliers ou un complexe de microéléments. Donc l'ajout de notre produit Mantus au biocontrôle, il a permis une réduction drastique de l'incidence de l'oïdium avec des pourcentages significatifs, comme vous voyez, indépendamment des dates. Si on fait une confrontation au contrôle, il y a une nette amélioration concernant l'incidence. Aussi concernant la sévérité. On ne s'est pas limité seulement en biocontrôle, on a essayé d'évaluer aussi l'impact de notre technologie en conventionnel. Et comme vous voyez ici, le cas du mildiou, il confirme les mêmes résultats. C'est une incidence très significative en ajoutant aux produits conventionnels notre technologie et ça confirme
aussi les bons résultats obtenus en biocontrôle. Pour plus de données, vous pouvez aussi voir les résultats qui concernent l'oïdium en conventionnel dans les graphes qui vont suivre. Hein. Donc, en grande ligne, soit en conventionnel, soit en biocontrôle, l'apport de la technologie Innovi sur la vigne concernant les deux maladies, mildiou et oïdium, on a constaté que notre technologie elle a permis à la plante de répondre mieux à ce type de stress. Alors, on sait, on a vu que l'action des biostimulants agit sur la vigne. Maintenant, si on se remet dans notre contexte de performance, notamment sociale, il est légitime de se poser la question de l'action des biostimulants sur la qualité des vins. Qu'en est-il ? Bien sûr, parce que parmi les éléments rémunérateurs pour les viticulteurs, c'est la qualité de leur récolte. Étant donné pour les raisins de cuve un produit de transformation et par conséquent la teneur en polyphénol et en antioxydants. Donc à part l'état sanitaire et la réponse aux adversités de la culture, on a cherché aussi d'évaluer les paramètres qualitatifs. Et comme vous voyez, l'addition de notre technologie Innovi, il a permis une amélioration qui dépasse les 20% par rapport au conventionnel, soit en termes de polyphénol, soit en termes d'antioxydants. Donc, avec notre technologie Innovi, on veut garantir un état sanitaire sain et des rendements de qualité. Merci Mohamed pour votre intervention. Je vous en prie. Nous allons maintenant passer au second axe de cette table ronde, notamment avec l'activation d'un autre levier, un autre mode de fertilisation dans le but de la nutrition de la vigne, à savoir les couverts végétaux et les engrais verts. Pour en discuter, je me tourne vers vous, Quentin Vattier. De quoi parle-t-on quand on aborde le sujet des couverts végétaux en vigne ? Lorsqu'on aborde les couverts végétaux en vigne, principale choses qui vont être intéressantes pour un agriculteur ou un viticulteur, c'est de couvrir son sol. Simplement d'avoir un couvert qui va se développer rapidement pour concurrencer les adventices. Et là, en l'occurrence, on sème ce qu'on souhaite. Ensuite, le but, c'est de faire de la biomasse. On parle de nutrition, donc le but avec les couverts végétaux, c'est de faire de la biomasse. En couverts végétaux vignes, deux typologies, les couverts permanents, les couverts temporaires. Je vais revenir après sur les espèces, mais les fonctions qu'on va retrouver avec ces deux thématiques vont être différentes et en même temps vont se recroiser pour certaines choses, notamment la nutrition. En termes de fonctions à apporter par les couverts végétaux, on va avoir une fonction de protection du sol, protection de l'érosion. Moi, je pense toujours à des sols nus sur des pentes avec un orage de fortes précipitations, une partie fertile du sol qui va être ravinée et finir en contrebas de la parcelle, donc une perte sèche pour la parcelle, pour la biodiversité, pour les macros, la microfaune du sol, donc une perte pour le pathosystème qui est la vigne. La couverture du sol par les couverts végétaux va permettre également de limiter la chaleur lors de nos étés qui sont un petit peu plus chauds dernièrement. Éviter également la réfraction des rayonnements lumineux sur la vigne qui peuvent pouvoir fragiliser les feuilles et donc la photosynthèse. Le but des couverts végétaux va être aussi d'augmenter la biodiversité au sein du vignoble, d'augmenter l'activité biologique dans le sol, de travailler le sol avec la structuration apportée par les différentes espèces du couvert végétal. On aura également une fonction un peu type biocontrôle, si on pense aux nématodes du cournouet, avec des espèces qui ont une action contre le nématode, telles que le trèfle violet, le lotier, la luzerne, le sainfoin. Donc ça, c'est plutôt une action typée biocontrôle. Ensuite, on aura forcément l'apport d'éléments fertilisants. Lorsqu'on va semer nos couverts temporaires, donc plutôt aux alentours de août-septembre, pour les temporaires, voire octobre-novembre si on est sur des espèces un peu plus typées automne, seigle, avoine, et une destruction en mars-avril. Le but de ces couverts végétaux, c'est d'apporter des éléments fertilisants, azote, phosphore, potasse. Voilà pour les fonctions de manière générale. Ensuite, si on s'intéresse aux espèces qu'on va retrouver dans les couverts permanents et temporaires, dans les couverts permanents, on sera plus sur, selon les objectifs après, mais raigra, fétuc pour un objectif de portance du sol, de résistance au passage de roues. Après, on retrouvera également des trèfles, des lotiers, des pâturins.
Donc là, on est sur des thématiques plutôt de pérennité de 4 à 6 ans sur ces couverts permanents. Et sur les couverts temporaires, là, on est plutôt sur des espèces que j'ai remis un petit peu dans ce tableau-là, sur des graminées. Donc on retrouvera du seigle, de l'avoine, comme on l'a dit, plutôt avec un semis dans l'automne. Après vendange, on retrouvera des légumineuses, donc des trèfles, des févroles, des vesses, avec toute la diversité de vesses qui existent, et de trèfles également. Les légumineuses ayant une fonction très importante en fertilisation, c'est des plantes qui vont pouvoir fixer l'azote atmosphérique du sol et le restituer par la suite dans le sol, et donc à destination de la vigne. Et ensuite, on retrouvera également des crucifères, avec tout ce panel aussi de crucifères, des navettes, des radis, l'ensemble des moutardes, abiessinies, brunes et blanches. Et l'intérêt, ce qu'on regarde sur le petit tableau de droite, c'est les fonctions qu'on va pouvoir trouver avec ces différentes espèces. Des effets sur la structuration du sol, les graminées plutôt pour la surface, les crucifères plutôt pour la profondeur, de par leur réseau racinaire en pivot. Et également permettre d'avoir une limitation du lessivage apporté par les crucifères. Quentin, je crois que vous êtes venu avec quelques illustrations, justement, pour montrer à quoi ça peut ressembler. Est-ce que vous pouvez nous les détailler brièvement ? Oui. Alors, la première en bas à gauche, donc le chlorophylle trélite. Donc là, on est sur une base de moutarde, de vesses et de trèfle, donc un ensemble donc, de légumineuses plus de la crucifère. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des espèces qui vont être complémentaires. La crucifère va travailler le sol, de par sa fonction de structuration du sol, et les trèfles et la vesse, de par leur fonction de légumineuse, vont fixer l'azote du sol et vont pouvoir couvrir rapidement le sol également. Ce qui est aussi intéressant, c'est la complémentation entre une vesse et une crucifère, ou en tout cas une plante tutrice, c'est que la vesse va s'accrocher à la moutarde, là en l'occurrence, pour monter, donc compétition aérienne entre les deux, qui va pouvoir créer de la biomasse et en volume et en hauteur. Et éviter également que les vesses, finalement, colonisent le cavaillon. Ça, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Ensuite, au milieu, on a le Vamagromix. Je ne rentre pas dans les détails des espèces, mais là, on est pareil sur de l'avoine rude, de la moutarde, de la vesse et du trèfle. Donc, on est sur des objectifs toujours de structuration du sol, de forte biomasse. C'est assez visuel. Celui à droite, le Vamagro Expert, là, on est sur de la moutarde et deux vesses différentes. On a également une belle biomasse. On voit bien que les vesses qui vont s'accrocher sur les moutardes. Et en fait, lorsqu'on écarte finalement les espèces, on voit bien que l'ensemble du sol est couvert par les espèces qu'on a semées et aucune autre adventice n'a pu pousser. Donc on a bien une concurrence spatiale finalement due à notre couvert qu'on a semé par rapport aux adventices dont on ne veut pas qu'elles soient présentes. Et là, 3 autres couverts toujours temporaires. Le Mégamix, alors là on est sur un mélange plutôt typé avec beaucoup d'espèces. On en a 10 dans le mélange, donc on va avoir 2 vesses, 2 trèfles, de l'avoine, du seigle, du lin et de la moutarde brune. Là ce qui est intéressant, c'est que forcément on a une complémentation entre les différentes espèces, donc structuration du sol, fixation d'azote, production de biomasse et concurrence aérienne toujours donc pour monter en hauteur sur la biomasse. Ça c'était donc les 4 premiers couverts temporaires plutôt typés... Non, on va revenir. Plutôt typé semis d'automne, de fin d'été, donc on va dire au mois d'août, septembre. On peut le faire en octobre aussi avec des arrière-saisons qui sont quand même assez clémentes actuellement. Le ST New, là on est sur que de l'avoine et du seigle, donc plutôt un mélange typé pour un semis d'automne qui va bien fonctionner. On sera sur une biomasse moins importante, mais quelque chose qui va couvrir rapidement le sol également. Et le M Talent, alors là on est sur une autre thématique. Là on est sur 2 vesses, 2 trèfles, donc que la légumineuse, donc toujours cette fonction de fixation d'azote. Mais là, dans ce mélange-là, il est plus typé pour le complémenter avec une plante tutrice, telle que de la févrole par exemple, pour éviter la monoculture de févrole. On peut l'associer avec un mélange de ce type-là pour finalement bien couvrir le sol et apporter plus de biomasse. Donc ça, c'était les couverts temporaires. Et là, les diapos qui vont suivre, c'est des couverts permanents. Donc là, j'en ai mis 2 donc en interrang. Donc le cavaillon et le mic, là on est sur du trèfle blanc nain, du trèfle souterrain, à gauche et à droite. Et au milieu, le viveur mic, c'est du trèfle blanc nain, du trèfle souterrain et du lotier. Donc on est sur que des légumineuses, donc toujours cette thématique de fixation d'azote. Des couverts qui vont pouvoir être semés, on est sur des légumineuses, donc des plantes qui ont besoin de jours longs, de chaleur, donc plutôt août-septembre. Et également au début du printemps, mars, début avril, ça fonctionne très bien aussi. Et des espèces finalement qui vont couvrir rapidement le sol, qui vont concurrencer les autres adventices sans concurrencer la vigne, parce que là on est sur des couverts permanents, donc qui vont rester 4 à 6 ans sans y toucher. Et ce qui est intéressant avec ce genre de couvert-là, c'est qu'on peut, si on le souhaite, faire une tonte une fois par an. Pas trop haut, il faut que le couvert puisse bien repartir. Et en fait, ça permet d'avoir un couvert permanent qui apporte de la biomasse finalement, donc une petite typologie temporaire en fait, avec celui-ci.
Et ça, c'est des couverts qui vont se ressemer d'année en année, seuls. Dès qu'ils arrivent à la floraison, ils se ressèment. Voilà en interrang. Et la suite, c'est les mêmes couverts sous le cavaillon. Donc là, on est sur une autre typologie, plutôt par rapport à des ZNT riverains qui peuvent être un petit peu compliqués avec les phytos, une baisse des herbicides également. Donc ça, c'est assez nouveau maintenant, c'est pas encore très développé, mais on travaille dessus. Là, l'intérêt, finalement, c'est qu'on a un couvert qui est en place pour 4 à 6 ans. On ne va pas y toucher. C'est des espèces les moins concurrentielles possibles pour la vigne, et toujours avec cette fonction de fixation d'azote restituée à la vigne. Donc d'augmentation de biodiversité également avec. Alors indéniablement, c'est vraiment la biomasse qui est la clé de la réussite, enfin, l'objectif recherché quand on entreprend des couverts végétaux. Justement, je veux implanter, quelle stratégie je peux mettre en place ? Je sais qu'il existe des outils qui sont à la portée des viticulteurs et des agriculteurs en général, notamment la méthode Merci. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer finalement cette méthode ? Alors, la méthode Merci, c'est une méthode d'estimation, de restitution des éléments fertilisants finalement dus à un couvert. Donc c'est basé par rapport à des modèles qu'on va pouvoir trouver directement sur Internet en remplissant dessus. Et nous, on travaille en interne sur une application qui utilise la méthode Merci directement avec des photos, et ça calcule les éléments fertilisants, azote, potasse, phosphore, produits par la végétation et restitués au sol pour la vigne finalement. Très bien. Eh bien, merci Quentin. Maintenant, nous allons donner la parole à Romain. Romain Caregui est expert biostimulant du groupe Perret. Donc, le groupe Perret est un distributeur d'agrofournitures sur le quart sud-est. L'idée avec vous, Romain, c'est d'avoir votre expertise du quotidien, de travailler avec des viticulteurs pour les accompagner en fait, dans cette stratégie de biostimulation et de couverts végétaux. Alors, le groupe Perret, quand on a préparé cette intervention, cette table ronde, vous m'avez fait part qu'il est actif sur 2 grands sujets. Numéro 1, sur l'intérêt de la nutrition et de la biostimulation au service de la santé des plantes. Et un second, sur l'intérêt des biostimulants dans l'amélioration de la nutrition des plantes et des stress abiotiques. Est-ce que vous pouvez nous détailler plus en détail, nous détailler ces deux grands axes de recherche ? Oui, tout à fait. Donc, c'est 2 sujets qui sont très importants et qu'il est important de dissocier en introduction. Donc, ce premier sujet, à travers la nutrition et la biostimulation de la vigne au service de la santé des plantes, c'est un sujet qu'on travaille activement au niveau du groupe Perret et particulièrement grâce au réseau AgroSud auquel nous appartenons. Donc, le réseau AgroSud, c'est un réseau de distributeurs négoces d'agrofournitures présents sur tout l'arc méditerranéen et la vallée du Rhône, historiquement, mais vous voyez sur la cartographie, c'est un réseau qui a tendance à s'étendre de plus en plus. Donc ce réseau, historiquement, avait été conçu pour travailler sur tous les dossiers de la protection du vignoble, donc beaucoup sur les produits phytosanitaires. Et vous le voyez sur le schéma de droite, le virage a été pris, il y a plus de 5 ans maintenant, pour incorporer tout ce qui est biosolution dans ces expérimentations, donc avec la partie biocontrôle, en lien direct avec la protection des cultures, et la partie biostimulant aussi, qui a rejoint ces solutions là dans un esprit d'accompagnement, de gestion des stress abiotiques. Donc c'est important de bien distinguer les deux. Guillaume de l'IFV l'a bien fait en début de partie. Donc vous voyez d'un point de vue chronologique, les premiers essais biostimulants et biocontrôle ont démarré en 2017 avec le réseau AgroSud. 2018, les premiers essais biostimulants et SDN, qui sont une catégorie de biocontrôle. Et depuis 2019 aussi, des premiers essais, là pour le coup, véritablement portés sur la biostimulation et la nutrition des cultures. Donc c'est une grande chance pour nous d'appartenir à ce réseau-là parce qu'il y a une force expérimentale qui est extrêmement forte au niveau de ce réseau. Il faut savoir que l'expérimentation est conduite par AgroXP qui a agréé BPE. Donc voilà, il y a des stations de brumisation, toute la partie inoculation est parfaitement maîtrisée et c'est vrai que c'est extrêmement important d'avoir cette qualité-là d'expérimentation pour conduire à bien ce type d'essai. Et de notre côté, donc oui, nous avons au niveau du groupe Perret, là pour le coup, une expérience qui est plus portée sur la gestion des stress abiotiques à travers les biostimulants. Donc là, c'est vrai que ça fait plus de 15 ans, on va dire, que le groupe est actif sur ce dossier-là. Pour donner quelques cas concrets en vigne, on travaille beaucoup la relance après des épisodes de froid, la gestion des stress hydriques, des stress thermiques, la fertilité des sols aussi avec des biostimulants et aussi tout ce qui va être développement racinaire. Donc, on s'intéresse vraiment à une approche 360 au niveau de la vigne. Et ça c'est on va dire l'expertise du groupe Perret qui travaille ce dossier-là depuis 15 ans. Alors si maintenant on se focalise sur le volet technique, si on parle de physiologie végétale, quels sont les liens entre nutrition,
biostimulation et santé de la vigne. Oui. Alors on va s'intéresser dans ce cas de figure principalement à deux phénomènes. La photosynthèse en premier, qui est un processus clé dans cette gestion, on va dire, du système de défense et de réponse immunitaire au niveau de la vigne. Donc la photosynthèse, c'est le principal fournisseur d'énergie au niveau de la plante. Et vous le voyez, elle joue un rôle capital dans la synthèse aussi bien d'enzymes antioxydantes que de composés phénoliques, dans le système de signalisation aussi au niveau de la vigne, la synthèse de lignine, etc. Et derrière, vous voyez cette notion-là, la photosynthèse, c'est parfaitement illustré par la pyramide de la santé des plantes, qui a été définie par John Kempf, un agronome américain. Vous voyez les 4 niveaux de cette pyramide-là. Vous avez à la base une photosynthèse qui doit être parfaitement complète pour pouvoir derrière améliorer la synthèse des protéines. Et vous avez 2 autres niveaux qui sont extrêmement importants dans cette notion de système immunitaire, qui sont la synthèse des lipides et la synthèse des métabolites secondaires. Donc ça, ces 2 derniers niveaux. La photosynthèse va être en grande partie responsable aussi de la qualité de ces synthèses-là, mais l'activité biologique, la diversité microbiologique au niveau des sols va jouer un rôle aussi extrêmement important dans cette notion-là. C'est pour ça que les couverts végétaux ont aussi un intérêt particulier dans cet esprit de synthèse des métabolites secondaires. Donc la finalité, c'est d'arriver à activer la résistance qu'on appelle la résistance systémique acquise à travers le végétal. Et l'autre phénomène, c'est le stress oxydatif. Donc là, c'est un phénomène aussi qu'on travaille beaucoup, qu'on observe beaucoup sur le sujet des biostimulants. Donc pour le résumer assez simplement, le végétal va gérer un équilibre au niveau de sa balance oxydative tout au long de son cycle. Vous avez des éléments réactifs de l'oxygène qu'on appelle les héros, qui peuvent avoir cette tendance à s'accumuler de manière un peu trop forte au niveau des cellules, dès lors que des stress peuvent un peu se cumuler. Donc vous avez 2 catégories de stress. Vous voyez les stress abiotiques, où on en a décliné par catégorie, les stress climatiques, les stress physiques, les stress chimiques et les stress physiologiques. Donc on fait référence aux stress environnementaux avec ces stress-là. Et de notre côté, vous avez les stress biotiques qui sont gérés aujourd'hui par les produits de protection. Mais on a toujours dissocié ces 2 types de stress. Pourtant, la finalité est la même, c'est qu'ils vont générer un stress oxydatif souvent assez important au niveau des cellules végétales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va spécifiquement travailler avec les biostimulants, notamment ce cas de figure. Donc tout ça pour résumer, voilà, une photosynthèse incomplète, plus un stress oxydatif qui peut devenir un peu trop important au niveau du vignoble, forcément c'est une sensibilité, une vulnérabilité du végétal qui sera démultipliée face aux agressions, qu'elles soient biotiques ou abiotiques. Alors si maintenant on passe à la slide suivante, vous avez quelques exemples de minéraux à nous faire part. Oui, ouais. Voilà, j'ai mis quelques exemples, alors vous allez voir qu'ils sont en lien avec les résultats d'essais qu'on a présentés tout à l'heure, mais c'est vrai que de par l'expertise et les essais développés par AgroSud Développement, aujourd'hui, des extraits d'algues, le phosphore, le silicium et des oligo-éléments comme le zinc et le manganèse nous paraissent extrêmement importants, intéressants dans cet esprit d'accompagnement des programmes de protection. Les algues, par leur richesse de molécules bioactives, on va travailler sur la nutrition, on va travailler sur la résistance au stress avec des osmoprotecteurs, etc. Il y a un apport énergétique qui est réalisé avec de la présence de sucre, d'acides aminés et des antioxydants aussi qui seront importants pour travailler sur la balance oxydative. On a le phosphore qui joue un rôle extrêmement important sur l'aspect stockage de l'énergie et c'est le principal pourvoyeur de l'énergie au niveau du végétal, sur la signalisation cellulaire, etc. Donc c'est aussi un élément déterminant dans cette notion de défense immunitaire. Et en plus de ça, alors sur notre secteur en particulier, c'est souvent un élément qui se retrouve déficient au niveau du végétal suite à des blocages au niveau du sol. Donc c'est sûr que ça fait partie des éléments qu'on peut vite trouver en situation de déficience ou de carence. Derrière, on a le silicium, alors qui est un élément qui n'est pas reconnu comme nutritionnel pour la vigne notamment, mais voilà, qui nous démontre pas mal de choses intéressantes sur l'aspect renforcement cellulaire, sur l'effet bouclier qu'on peut aller chercher au niveau des cellules, que ce soit des feuilles ou que ce soit des grappes. Donc un élément aussi qui nous paraît extrêmement intéressant. Et derrière, l'approche oligo, donc le zinc, le manganèse, là, qui sont cités en exemple, qui sont aussi des éléments qu'on peut trouver de plus en plus de manière déficiente au niveau du vignoble et qui interviennent dans le système antioxydatif et aussi dans la synthèse de composés phénoliques. Donc voilà, c'est des exemples. Au niveau des oligo-éléments, il y en a beaucoup qui interviennent aussi à différents niveaux, le fer, mais voilà, il y a tout un tas d'éléments qui seront extrêmement importants à maîtriser et à gérer d'un point de vue nutritionnel pour toujours aller vers ce défi d'avoir un système immunitaire le plus performant.
Donc pour piloter ces éléments-là, c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance au niveau du groupe RE sur les analyses, les OAD de manière générale. On l'a compris, on parle presque plus de nutrition, de précision à travers, à côté de l'aspect biostimulation. Mais voilà, des analyses de sol aux analyses de sarment, la fluorimétrie, des analyses pétiolaires ou aussi des analyses de limbe, enfin il en existe tout un tas. Voilà, c'est autant d'outils qui seront importants à piloter pour parvenir à maîtriser bien cette notion de nutrition, de précision et de biostimulation sur la vigne. Alors, comme vous le précisiez au tout début de votre intervention, avec l'expérience avec le réseau AgroSud et les années d'expérience aussi du groupe Perret, vous avez fait des tests sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes en même de pouvoir formuler, proposer et mettre des résultats en fait sur les biostimules. Oui, de donner un peu des éléments factuels là-dessus. Donc, c'est quelques résultats. On dispose de beaucoup de résultats. Voilà, ça fait plus de 4 ans que le réseau AgroSud, enfin AgroSud Développement, travaille ce sujet-là. Donc, c'est quelques résultats. Mais vous voyez, par exemple, un mélange à base d'algues, de phosphore, de potassium et d'autres microéléments sur ce produit-là. Lorsqu'il est associé à des biocontrôles type SDN, vous voyez l'impact que ça a sur l'efficacité du biocontrôle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui c'est le biocontrôle qui travaille sur la protection des cultures. L'objectif de positionner un biostimulant en association, c'est simplement d'essayer de mettre la plante dans les meilleures dispositions sur le plan nutritionnel et au niveau de sa balance oxydative pour pouvoir surexprimer l'efficacité d'un biocontrôle. Donc vous voyez, on vous a mis des données au niveau de la fréquence mildiou sur grappe, où l'association de ce biostimulant a permis de réduire de 45% la fréquence du mildiou sur les grappes. Là, on était, pour info, on est sur des mesures qui ont été réalisées à partir du 8e traitement. On était sur des cadences très resserrées, où il n'y avait pas un seul gramme de cuivre et de soufre au niveau de cet essai-là, donc c'était assez osé et ambitieux de mettre en place ce type d'essai. Vous voyez l'intensité qui a été mesurée le 4 juillet, là on était à moins 85% de différence entre les deux, et c'est vrai qu'on voit que le biocontrôle était assez proche du T-0 finalement en termes de résultats, donc ça démontre bien l'intérêt qu'avoir une plante qui est bien nourrie, bien stimulée, permet de bien mieux réagir et de bien mieux solliciter son système de défense. Vous voyez les résultats aussi en termes de rendement qui sont simplement corrélés au niveau de l'intensité de maladie. Même exercice avec un produit beaucoup plus riche en phosphore, mais en potassium, qui contient aussi des oligo-éléments et un peu de silicium. Et vous voyez que là aussi, alors, le schéma était complètement différent. On a voulu se comparer un phosphonate de potassium et une dose de cuivre qui était autour des 2,6 kg. On a positionné ce biostimulant avec du cuivre, mais en réduction de dose, autour des 1,7 kg. Mais vous voyez, on a réussi à tenir la distance, c'est-à-dire moins 20% par rapport au programme de référence au niveau de la fréquence mildiou et moins 22% en termes d'intensité. Donc là aussi, la thématique, là, c'est l'aspect IFT, mais c'est vrai que par chez nous, on peut avoir quand même des proportions d'agriculteurs bio de plus en plus élevées. Donc cette notion aussi de réduction des cuivres, c'est un sujet qui est quand même beaucoup travaillé au niveau du réseau AgroSud. Et dernier exemple, donc vous avez le cas du silicium associé avec du calcium, où là, pareil, on est resté sur cette stratégie d'association avec des biocontrôles. Et vous voyez que il n'y a pas eu d'impact sur la fréquence, on n'a pas mieux réagi au niveau de l'installation du pathogène par rapport au biocontrôle seul. Par contre, vous voyez qu'en termes d'intensité, sur grappe, au niveau de l'oïdium, on a réussi à diviser quasiment par 2 le développement du pathogène au niveau des grappes par rapport au biocontrôle seul. Le témoin, vous voyez, qui était à 66%, il y a un écart qui est encore plus important. Donc là aussi, des mesures de rendement ont été effectuées, mais qui sont bien entendu à corréler encore directement avec l'intensité de maladie au niveau de ces essais. Voilà. Merci Romain. Vous avez eu le privilège de clore cette première partie de table ronde. Je vous remercie aussi à vous, messieurs, d'avoir pris part, d'avoir échangé sur votre expérience et sur vos savoir-faire. Donc, comme je le disais, cette table ronde touche à sa fin. Maintenant, nous allons passer à la partie des questions-réponses. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui voudraient s'échapper, que cette table ronde sera bientôt disponible en replay. Donc, si vous vous êtes inscrit à cette table ronde, vous recevrez automatiquement le lien très prochainement dans votre boîte aux lettres. Et si vous voulez continuer un petit peu avec nous, faites-nous part de vos questions et nous allons pouvoir les partager, les poser à nos intervenants.
Donc, toujours les premières questions, c'est toujours un peu dur. Moi, je me lance, hein, puisque finalement, je suis moi le premier aussi d'être au contact d'agriculteurs et de viticulteurs dans mon quotidien. Moi, j'ai une question, c'est surtout sur le côté terminologie. On parle beaucoup aujourd'hui de SDP, de biocontrôle, de biostimulation. Bah, finalement, quelle différence? Là, je pose la question en tant que porteur de projet, en tant qu'agriculteur. Je pense que peut-être que Guillaume peut nous aider, peut répondre à cette première question. Biostimulant, c'est tout ce qui est stress abiotique. Les biocontrôles, c'est lutter contre les maladies et les ravageurs. Et en fait, les SDP, donc stimulateurs de défense des plantes, c'est un mode d'action des produits de biocontrôle. Ça va aider la plante à lutter contre la maladie. Donc, c'est un des modes d'action. Il y en a plusieurs dans les produits de biocontrôle et c'est vraiment la base à vraiment bien prendre en compte quand on veut se lancer ou qu'on veut utiliser ce genre de produit. En gros, les biostimulants, c'est la petite pastille de vitamine C qu'on peut prendre le matin et le biocontrôle, c'est le médicament dont on a besoin pour lutter contre la maladie. Merci Guillaume. Alors j'ai une nouvelle question de la part de Clémence. Quel surcoût finalement faut-il prévoir pour ce type de produit sur une campagne et ramener à l'hectare? Donc là je vous la pose à tous, mais je pense que peut-être que Romain sera le plus à même à aborder une première réponse. Alors sur les biostimulants, oui, bon, forcément ça peut être très aléatoire, surtout si on n'a pas l'habitude de les utiliser. Mais là, c'est vrai que dans les cas de figure qu'on a présentés, sur une approche améliorer la santé de la plante à travers sa nutrition, on est venu se greffer au biocontrôle dans cette approche-là. Donc inévitablement, ça engendre un surcoût. On n'a pas pu le quantifier et le valoriser parce que forcément l'intensité des maladies faisait que les rendements étaient très très différents selon les cas. Après, de par notre expérience au niveau des biostimulants en tant que tels, on sait qu'aujourd'hui, que dès lors qu'on travaille ces produits-là de manière bien pilotée, en utilisant les bons outils pour essayer d'être le plus précis dans leur positionnement, en travaillant avec des bons actifs, très bien caractérisés en amont et très bien identifiés de par leur mode d'action, les stratégies généralement qu'on met en place génèrent toujours un retour sur investissement, que ce soit sur l'approche quantitatif au niveau du rendement ou que ce soit au niveau de l'approche qualitative également. Après, vous donnez des valeurs, je vous dis, ça peut être, tout dépend de ce qu'on va mettre en place, tout dépend de l'intensité aussi des stress abiotiques qui vont être générés au cours de la culture, mais les écarts peuvent être des fois extrêmement importants. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se projeter peut-être sur une forme de retour sur investissement Nous, dans le cadre de nos essais, mais sur l'aspect stress abiotique, c'est des choses qu'on va systématiquement chercher. Et je vous dis, on retombe toujours bien sur nos pattes, quoi. Là, c'est vrai que dans ce cadre-là de l'accompagnement de la protection, c'est un peu plus délicat, je vous dis, du fait de l'intensité des maladies qui régule beaucoup cette notion-là. Ouais. On rentre finalement dans ce capital sol, quelque part, à travers ces investissements. Quoi. Oui. Non, mais là aussi, alors le sol, ça sera, on va dire, encore un autre sujet, mais je vous dis, généralement, c'est des choses qu'on valorise très bien, mais tout dépend des cas de figure. Alors j'ai une nouvelle question. Je souhaite débuter l'implantation de couverts végétaux sur mon vignoble, mais je m'interroge sur comment débuter, quel outil, quel itinéraire mettre en place. Alors peut-être une question pour vous, Quentin. Oui, alors pour débuter sur les couverts végétaux, si le viticulteur effectivement n'en a jamais fait, qu'il découvre juste, alors il faudra qu'il commence par un petit parcellaire, ne pas commencer à mettre tout son exploitation en couvert. Il commencera plutôt par des couverts temporaires. Donc, comme on l'a dit, à des semis août, septembre, octobre et destruction mars-avril, pour qu'il voit vraiment l'intérêt des couverts, créer une belle biomasse. Et sur le long terme, il verra bien une structuration des sols qui va être travaillée, une meilleure biodiversité, et puis des éléments fertilisants qui forcément vont être apportés au sol et restitués à la vigne par la suite. Donc, ne pas partir sur toute son exploitation d'un seul coup, partir au fur et à mesure et en être convaincu, et voir un petit peu aussi le retour sur investissement du couvert pour le viticulteur. Merci. Nouvelle question. Dans un cadre réglementaire de réduction des principes actifs, doit-on avoir des craintes de restriction des usages des molécules de biostimulants dans l'avenir? Alors ça, je pense que c'est plutôt une question pour vous, Mohamed. Merci. Alors, je ne crois pas qu'il y aura une limitation en termes d'interdiction des biostimulants, parce que, comme vous savez, les biostimulants, bien les nutriments généralement, ils ne posent pas un problème pour la santé humaine et des résidus. Probablement l'impact sur les ressources naturelles et sur la nappe phréatique principalement. Donc probablement il y aura une limitation des apports
des quantités par hectare pour les éléments nutritifs pour pousser les agriculteurs à mieux raisonner leur programme de fertilisation. Donc, ce futur, il nous pousse à proposer des solutions innovantes en termes de biostimulants pour chercher d'augmenter l'efficience de ces solutions et réduire l'impact sur notre écosystème. Merci Mohamed. Alors, une nouvelle question aussi dans la série des commandes et des comparaisons. Quelle différence entre biostimulants et engrais foliaires? Qui se lance? C'est la même chose. Oui, je peux le. On l'a rapidement évoqué quand on parlait de photosynthèse, où c'est vrai que là, ce sont vraiment les micronutriments qui sont extrêmement importants. On n'a pas évoqué le rôle de certains oligos là-dessus, mais le fer, le manganèse, etc. En revanche, l'aspect stress oxydatif, alors la photosynthèse et le stress oxydatif, il y a presque une certaine interdépendance, mais aujourd'hui, la gestion du stress oxydatif se fait quasiment essentiellement par les biostimulants, de manière directe. Par contre, c'est vrai que l'approche photosynthétique, elle peut se faire aujourd'hui par la nutrition foliaire, des engrais foliaires, voilà, relativement simples. Mais on l'a vu, c'est peut-être bien ou mieux d'essayer de gérer les deux lorsqu'on intervient par voie foliaire au niveau du vignoble. Mais enfin voilà, c'est la partie active biostimulant, c'est ces actifs-là qui vont être responsables d'une meilleure gestion de la balance oxydative au niveau de la vigne. Ouais. Selon les règles de la réglementation européenne, pour être un biostimulant, la substance doit améliorer l'absorption, l'utilisation des nutriments, la qualité ou le rendement, indépendamment de la présence de nutriments. Donc, c'est qu'il n'y a pas seulement juste des nutriments qui vont aider en termes d'engrais foliaires, c'est qu'on va avoir une meilleure absorption grâce à ce qui est dans le biostimulant. Donc, c'est bien des effets d'amélioration de l'absorption des nutriments, etc., en plus de la présence de nutriments dans le produit. Alors, une dernière question de la part de Cyril. Cyril nous dit « Je suis agriculteur en bio. Quels sont les biocontrôles disponibles, les matières actives disponibles pour le bio ?» Biocontrôle. Alors là, je pense qu'il est en viticulture bio. Voilà, et c'est vraiment sa question, c'est quels sont les biocontrôles disponibles. En effet, il y a quand même un distinguo à faire, c'est que tous les produits de biocontrôle ne sont pas UAB. Donc, c'est une précision qui est quand même importante pour les viticulteurs en bio qui pourraient, entre guillemets, se faire avoir de bonne foi en disant « j'utilise du biocontrôle », mais attention, au niveau réglementaire, c'est forcément toujours plus compliqué. Il y a des produits de biocontrôle qui ne sont pas UAB, donc il faut faire attention. Dans les UAB en biocontrôle, il y a le Kosoga, donc il y a Messager, il y a Prévam, donc les huiles essentielles d'orange douce avec différentes préparations commerciales. Récemment, il y a un autre produit qui a été homologué, qui est le Belvin, qui a été biocontrôle, qui l'est redevenu. Il me semble qu'il est UAB également. Alors, ça bouge très régulièrement. Donc, nous, l'IFV, on essaye de se maintenir à jour. Au moins tous les 4 à 6 mois, le ministère de l'Agriculture publie les produits de biocontrôle, la liste des produits de biocontrôle, alors qui est assez indigeste parce que c'est une liste complète. En parallèle, il y a les produits utilisables en agriculture biologique qui sont disponibles soit sur le site de l'INAO, soit de l'ANSES. Dans tous les cas, sur le site de l'IFV, vous pouvez retrouver tous les produits de biocontrôle UAB ou pas, donc ils sont classés, enfin une petite colonne en plus, savoir s'ils sont UAB. Le travail est entre guillemets prémâché pour la filière viti parce que le tableau du décret du ministère est quand même assez dense. Donc normalement, si vous allez sur le site de l'IFV en tapant liste produits de biocontrôle, vous aurez la liste des produits de biocontrôle utilisables en viticulture au jour d'aujourd'hui, avec une petite colonne en plus, savoir s'ils sont utilisables ou pas en bio. Merci Guillaume, la terminologie quand même est très importante là sur notre sujet. Alors Cyril, Cyril qui est avec nous là justement sur cette dernière question, visiblement a encore une remarque à nous faire, sûrement veut réagir en direct. Alors, on n'est pas sur le sujet des biocontrôles, mais c'est quelque chose que je travaille énormément aussi. On est un petit peu sur le même genre d'essais qui prennent beaucoup de temps, surtout pour la partie SDP, où en fait, on détricote le fonctionnement en même temps qu'on fait les essais. Typiquement, on a confirmé l'année dernière qu'il y avait un effet variétal, donc tous les cépages ne répondent pas exactement de la même façon à un stimulateur de défense des plantes. Donc, c'est des essais et une adoption par la filière viticole, par les producteurs, qui demandent plus de temps, parce qu'il y a beaucoup de variables à prendre en compte pour s'assurer de l'efficacité et pouvoir les utiliser de façon sereine en étant certain d'avoir la protection qui est recherchée.
Ça marche. Merci, merci Guillaume. Ma foi, je pense qu'il est maintenant temps de rendre l'antenne, si on peut le dire. Une nouvelle fois, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont derrière les écrans d'avoir suivi cette table ronde en ce début d'après-midi. Comme je vous disais tout à l'heure, le replay sera disponible très prochainement et vous pourrez le recevoir. Vous le recevrez très certainement dans votre boîte email. Voilà. Merci messieurs et bonne continuation à vous. À bientôt. Merci.